19h45, la barre info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 27 novembre 2024. Ouverture ce matin au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de la 29e réunion des experts de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre réunit une vingtaine de pays membres autour du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Le résumé de cette cérémonie d'ouverture, c'est avec Adam Soumana et Chebou Gisso. Après Bamako en mai dernier, l'honneur échoua encore une fois à une des capitales de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, Niamey, d'accueillir par la présente rencontre la réunion des experts de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des conclaves visant à préparer les dossiers qui seront portés à la connaissance des directeurs généraux de cette zone. Ainsi, à tout seigneur, tout honneur, le premier responsable de la région haute, le général Asuman Abdou Harouna, en prenant la parole le premier, n'a pas manqué de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux délégations des 24 pays membres, tout en leur souhaitant un bon séjour en terre sahélienne du Niger. Un accueil dont se sont d'ailleurs réjouis les participants à cette rencontre de Niamey, à travers les responsables de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui ont souligné l'importance de cette 29e réunion des experts tout en évoquant les objectifs à elle assignés. Cette réunion du comité des experts est chargée, entre autres, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 30e réunion des directeurs généraux des douanes tenue à Bamako, de passer à revue le niveau de mise en œuvre du plan stratégique régional et le budget de la région, d'examiner les différents rapports d'activité, celui du secrétariat de l'OMD et de la vice-présidence des structures régionales du comité financier et d'audit, d'échanger sur les questions de politique générale, les questions techniques et les questions de gouvernance. La fameuse balle est donc de nouveau dans votre camp pour apporter votre contribution au projet pérenne qui est la modernisation de nos administrations. Je n'ai aucun doute que la région saura tenir ses promesses comme elle l'a fait par le passé. Il s'agira essentiellement pour vous, au cours de la présente réunion, d'analyser la mise en œuvre des recommandations de la conférence à la lumière des différents rapports et autres évolutions. En particulier, il est attendu de vos travaux le point de l'avancée de la région et relativement aux principales questions traitées aussi bien lors de la 30e conférence que des réunions statutaires tenues à mi-parcours. En ce qui concerne les questions financières, les discussions devront déboucher sur des propositions concrètes visant non seulement à améliorer substantiellement les contributions des membres à travers le règlement à bonne date, mais aussi à trouver des solutions alternatives au financement de nos activités. Plusieurs questions techniques et douanières pertinentes pour nos administrations feront également l'objet d'échanges. Procédant à l'ouverture officielle de ces assises, le ministre délégué aux Finances représentant le Premier ministre s'est longuement apaisanti sur les attentes à l'issue de cette rencontre. Les résultats qui sortiront de vos travaux impacteront à n'en point douter la vie de la douane dans notre région. C'est pourquoi je vous engage à des débats interactifs fructueux afin qu'au sortir de vos travaux, de recommandations pertinentes soient formulées. Je sais pouvoir compter sur vos qualités pour qu'il en soit ainsi. Au demeurant, comment en douter quand je constate que vous constituez un panel d'experts de haut niveau riche d'expérience et de savoir-faire reconnus. En tout état de cause, j'aurai une attention soutenue sur le déroulé de vos travaux et toutes les recommandations pour lesquelles l'apport du gouvernement nigérien sera sollicité seront traitées avec diligence. A noter que cette 29e réunion des experts de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui durera 3 jours, permet non seulement de passer au peigne fin la mise en œuvre des différentes recommandations, mais aussi et surtout, elle va poser les jalons de la prochaine rencontre prévue se tenir en mai 2025 dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa.
Lancement ce jour 27 novembre 2024 par le gouverneur de la région de Dosso de la 6e édition caravane nationale des activités civilo-militaires au Niger. C'était à la tribune officielle de Dosso en présence de l'administrateur délégué et de plusieurs responsables militaires au titre de la région. Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye, nos correspondants de renforcement de la collaboration entre FDS et population à travers des échanges interactifs pour la stabilisation du pays. Après 5 ans de lutte aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, cette édition 2024 vient à point nommé soutenir l'État du Niger dans sa mission pour la sécurité publique. Cet événement, au-delà de son caractère festif, est un cadre de rencontres, de dialogue civilo-militaire et d'échanges multi-acteurs, mis en place spécialement aux jeunes hommes et femmes nigériennes dans le but de promouvoir la parole civilo-militaire, raffermir un lien de confiance et de partage, encourager les FDS dans le cadre de leur mission régalienne à travers le défilé civilo-militaire. La présente cérémonie favorisa non seulement une forte collaboration entre la jeunesse et les FDS, mais aussi et surtout la participation active de la communauté à la dénonciation des actes suspects, à la veille patriotique pour la consolidation de la paix et l'unité nationale. Dans le message qu'il a livré pour la circonstance, le général de brigade Hiro Umoru, gouverneur de la région de Dosso, a tout en saluant les porteurs de l'initiative, indiqué qu'autrefois c'était les militaires uniquement qui entreprennent ces exercices. Ce qu'il faut retenir, les actions civilo-militaires ne sont pas nouvelles dans les opérations militaires. Avant, c'était les militaires pour gagner les cœurs et les esprits des civils, entreprenaient des activités de ce genre-là, soins de santé, ou ce qu'on appelait avant TTS, thé, tabac, sucre, pour prodiguer des soins, souvenir à ceux qui sont dans le besoin dans les endroits très isolés. Donc c'est tout à fait salutaire de voir qu'aujourd'hui ce sont des jeunes civils qui font le premier pas pour soutenir nos FDS sur le terrain, dans les zones d'opération. Donc vous êtes à l'étape de Dosso aujourd'hui, et au nom de la population de Dosso, au nom des responsables de FDS, officiers, sous-officiers et militaires du rang, pour votre culture. Aujourd'hui, on ne dit plus homme du rang. On dit militaire du rang parce que c'est inclusif. Là, ça inclut tout le monde. Et ce qu'il faut retenir, un militaire, c'est un civil en uniforme. Et un civil, c'est un militaire potentiel à tout temps. C'est ça la citoyenneté. Et c'est vers ça que nous tendons aujourd'hui avec l'Alliance. Je dirais même qu'on va tendre vers la synergie d'action. Au lieu de l'Alliance, on va au-delà pour parler de synergie d'action civilo-militaire. Ce que nous encourageons. Pour rappel, la cérémonie qui a vu l'implication de tous les corps de forces de défense et de sécurité a été sanctionnée par un défilé militaire. Clôture cet après-midi au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey des travaux du symposium des journalistes de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Des journalistes venus du pays de cet espace ont réaffirmé leur engagement d'apporter leur contribution dans l'atteinte des objectifs. Hassan Saleh, Moustapha et Nasser Sedou.
Du 26 au 27 novembre 2024, les journalistes des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir Burkina Faso, Mali et Niger, se sont retrouvés à Niamey pour parler de leur contribution dans l'atteinte des objectifs que les dirigeants de ces trois pays se sont fixés en prenant le pouvoir. Au cours des 2 jours d'intenses travaux et d'échanges, les participants s'engagent à apporter leur contribution à la réussite des objectifs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Nous nous engageons à soutenir la vision de l'AES, promouvoir les valeurs de souveraineté, de résilience et d'unité portées par l'AES à travers des reportages objectifs, des analyses approfondies et des contenus pédagogiques adaptés aux réalités des populations sahéliennes. Lutter contre la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Mettre en place des mécanismes solides pour la vérification de l'information en utilisant des outils modernes tels que l'intelligence artificielle et des plateformes de fact-checking afin de contrer les rumeurs et les manipulations médiatiques. Favoriser l'inclusion. Assurer une couverture équitable qui favorise les contributions des jeunes, des femmes et des populations dans le processus de transformation initié par l'AES. Créer une plateforme panafricaniste des journalistes de l'AES. Ce symposium de Niamey est une initiative de l'Association nigérienne des journalistes anti-corruption, ANJAC, et du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC, dont son secrétaire général se réjouit. Dorénavant, les choses ne vont plus être comme avant. Au niveau de la presse, nous l'avons dit dans le discours d'ouverture, nous avons compris notre mission et nous allons pleinement l'assumer, plaise à Dieu. Et c'est le lieu de rendre également un hommage mérité au Premier ministre du Niger. J'ai nommé son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, sans le soutien duquel cette rencontre, on l'a bien dit, n'aurait pas lieu. Il a cru en nous, il a soutenu notre idée et voilà, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés en journalistes AES pour décider ensemble de comment accompagner nos dirigeants dans l'atteinte de nobles objectifs qu'ils se sont assignés. Le ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie d'ouverture le mardi 26 novembre 2024 a salué l'initiative qui, avec l'idée de la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, a indiqué le ministre Sidi Mohamed. Voilà, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le thème d'aujourd'hui traite de la grâce présidentielle. Un sujet abordé par maître Moustapha Hamidou Nebe Maman. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. La grâce présidentielle, pour rappel, c'est une mesure que le président de la République peut, dans certaines situations, prendre afin de changer ou afin de dispenser des condamnés de l'exécution de la peine. Donc, la grâce apporte juste dispense d'exécution d'une peine prononcée légalement par une juridiction. C'est cela en fait la grâce présidentielle. Et cela signifie qu'une personne graciée reste coupable aux yeux de la loi. Aux yeux de la loi, cette personne est coupable. Mais c'est le président qui, de par son pouvoir discrétionnaire, décide de dispenser cette personne pour des raisons qu'il n'a pas à donner au public. Donc, cette mesure n'influe pas sur les réparations que la juridiction a prononcées à l'encontre de la personne. Par exemple, les frais de justice, les dommages intérêts, les amendes, ça n'influe pas. C'est juste sur la peine principale prononcée par une juridiction. Au Niger, sous la 7e République, c'est l'article 72 de la Constitution qui parle de la grâce présidentielle. Et cet article nous dit que le président de la République a le droit de grâce.
cette grâce ne peut être accordée pour les crimes imprescriptibles. Donc, à lire cette disposition, toutes les fois où on ne se retrouve pas dans une situation de crime imprescriptible, eh bien, le président de la République peut décider de gracier. Les crimes imprescriptibles, c'est les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, ainsi de suite. Donc, toutes les fois où on ne se retrouve pas dans cette situation, eh bien, le président de la République, de par le pouvoir que la Constitution lui donne, il peut décider de gracier une personne. Et pour rappel, cette disposition n'a pas toujours existé comme ça. Si vous prenez par exemple la Constitution de la 4e République, la Constitution de la 5e République, la Constitution de la 6e République, la disposition existait. Par exemple, pour la 5e République, c'est l'article 55. Nous dit juste que le président de la République a le droit de grâce. C'était la même formulation sous la 5e République, à l'article 55, mais sous la 6e République, c'est l'article 60 qui parle du fait que le président de la République a le droit de grâce. Mais il n'y a pas de limite à l'époque. Mais la révolution, c'est que sous la 7e République, il y avait une limite à ne pas dépasser, qui est celle des crimes imprescriptibles. Donc, il s'agit d'un pouvoir personnel du président de la République et discrétionnaire. C'est un acte qui échappe au contrôle administratif et au contrôle judiciaire. Parce que c'est considéré comme un acte de gouvernement. Et de par la doctrine et la jurisprudence, les actes de gouvernement ne peuvent pas faire l'objet de recours. Que ce soit pour excès de pouvoir ou bien de recours de recours en réparation. C'est des actes qui sont comme ça. Et la grâce, ça peut être collectif. Collectif parce que le président de la République peut décider de fixer juste des conditions pour accéder à cette mesure. Toutes les fois où la personne remplit ces conditions, eh bien, la personne peut bénéficier de cette mesure de grâce présidentielle. La grâce peut aussi être individuelle. Il peut décider de gracier une seule personne, nommément désignée. Donc, le domaine d'application de cette mesure, c'est un domaine très large, parce que ça s'applique aux peines principales. Par exemple, la seule limite, c'est qu'on dit il faudra que la peine soit exécutoire. Donc, c'est seulement pour les décisions devenues définitives. À entendre décision devenue définitive, une décision contre laquelle aucune voie de recours n'est autorisée. Aucune voie de recours. Ni d'appel, ni d'opposition, ni de pouvoir. Aucune voie de recours n'est autorisée. Et si vous prenez par exemple en matière pénale, lorsqu'une personne a été condamnée, la personne peut interjeter appel de cette décision dans un délai de 10 jours. Maintenant, à l'expiration de ces 10 jours, la décision est devenue définitive à son égard du fait du non-exercice de cette voie de recours. Mais là, ce qu'on doit préciser, c'est que le procureur général peut aussi interjeter appel. Mais là, c'est dans un délai de 3 mois. Je ne dis pas le procureur de la République. Lui, il a aussi son droit d'appel. Mais de l'autre côté, le procureur général aussi, au-delà du procureur de la République, peut interjeter appel contre une décision. Mais là, c'est dans un délai de 3 mois. Donc, c'est seulement à l'expiration de ce délai de 3 mois qu'on considère que la décision est devenue définitive. Donc après, si la personne se retrouve dans les conditions prévues par le décret portant remise gracieuse des peines, eh bien la personne peut espérer d'accéder à cette mesure. Et c'est seulement aux amendes fiscales, aux droits fixés de procédure et aux dommages et intérêts que cette mesure ne peut pas s'appliquer. Comme je l'expliquais tantôt, ça a juste pour effet de dispenser la personne de l'exécution de la peine d'emprisonnement et non du paiement des dommages et intérêts
et non du paiement des droits fixés de procédure. Les droits fixés de procédure, c'est tout ce qui concerne le remboursement des frais d'avocat que l'autre partie a eu à prendre, les frais d'huissier que l'autre partie a eu à débourser. Maintenant, la procédure d'obtention de la grâce. En fait, concernant la grâce, la législation au Niger n'est pas tellement développée. Donc, on se retourne dans la doctrine et dans la pratique. Parce que c'est seulement, comme je vous le disais tantôt, c'est l'article 72 de notre Constitution de la 7e République qui en parle. Donc, c'est une formule, c'est une demande écrite qui est adressée au président de la République, lui demandant de bien vouloir accéder, pour des raisons qui te sont personnelles, à t'accorder la grâce présidentielle, à t'accorder sa grâce, donc sa bénédiction de ne pas exécuter la peine. Donc, en pratique, le dossier est instruit par le parquet. Et on demande au parquet de prendre l'avis, par exemple, du président de la juridiction de la condamnation, de faire des enquêtes, de demander au procureur général de donner son avis. Après, on transmet le dossier au ministère de la Justice, qui à son tour aussi va donner un avis. Maintenant, si l'avis est favorable, on prépare déjà un projet de décret qu'on va soumettre au président de la République pour signature. Si le président estime, parce qu'il n'est pas obligé de partir dans le sens de l'avis donné par les autres. Bien que, par exemple, le ministre de la Justice estime nécessaire que cette grâce doit être accordée, il peut ne pas donner son avis. Lui, il donne un avis. Si c'est un avis favorable, il prépare déjà un projet de décret. On soumet au président de la République pour signature. S'il estime nécessaire d'accorder cette mesure de grâce, eh bien, il va apposer sa signature. Et pour rappel, ce décret est aussi contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice. Donc, il s'agit d'un décret. Aucun recours n'est possible contre ce décret parce que c'est considéré comme un acte de gouvernement. Maintenant, l'exécution du décret portant remise gracieuse des femmes se fait comment? Si aujourd'hui, le président de la République prend un décret, ou comme on a l'habitude de voir les décrets, on dit l'exécution sera surveillée par le ministre de la Justice. Donc le ministre renvoie au procureur de la République, donc aux différents procureurs de la République qui ont en charge la gestion des maisons d'arrêt. Sur eux, en collaboration avec les régisseurs des maisons d'arrêt, ils vont vérifier les personnes accessibles, je dis bien accessibles à cette mesure. Parce que vous allez voir, il y a des conditions, parfois on fait des exclusions, on dit des personnes qui ne doivent pas en bénéficier, on dit des personnes qui doivent en bénéficier. Donc, lorsque le régisseur établit la liste, le régisseur soumet cette liste au procureur de la République, qui à son tour va vérifier en fonction des infractions pour lesquelles les personnes qui sont sur la liste ont été poursuivies, en fonction de leur durée, parce que parfois ça tient compte de ça. Ils vont vérifier est-ce que cette personne se trouve dans les personnes bénéficiaires de cette mesure. Si c'est OK, eh bien, le procureur de la République signe l'ordre de mise en liberté provisoire. Donc, après cette mesure de vérification, si tout est OK, on signe. Maintenant, on peut se retrouver dans une situation où une personne remplit les conditions, mais ne se retrouve pas sur la liste. Quelle conduite à tenir? Tout à l'heure, j'expliquais qu'aucun recours juridictionnel n'est possible contre cet acte parce que c'est un acte de gouvernement. Et là, l'attitude à tenir, c'est d'écrire une correspondance soit au procureur de la République, soit au régisseur de la maison d'arrêt où la personne est incarcérée, pour attirer son attention sur le fait que tu remplis les conditions fixées par le décret et qu'ils ont l'obligation d'exécuter ce décret. Et l'exécution de ce décret entraîne à ce qu'on te met dedans. Parce que tu remplis les conditions. Donc tu attires leur attention parce que ça peut être une omission. Et là, ils ont l'obligation de faire cette vérification, de vérifier est-ce que tu remplis les conditions. Si c'est OK, eh bien, on va te remettre dans... Parce que c'est un droit en fait, on va te remettre dans tes droits.
la grâce présidentielle a pour effet juste de dispenser le condamné d'exécuter une peine. Comme je le disais tantôt, aucunement elle n'a pour effet d'effacer une condamnation. Elle entraîne juste la non-mise à exécution d'une peine. C'est ça en fait l'effet principal. Elle concerne généralement les peines principales. Qu'au regard de la paupérisation de la justice, maintenant, beaucoup de victimes particulièrement se demandent est-ce que cette mesure de grâce est la bienvenue. Parce que imaginez, après 5 ans de procès, on se retrouve dans une situation où on dit, bon, après tout ce travail effectué, eh bien, la personne ne va pas purger sa peine. Donc, pour certaines victimes, c'est vraiment de trop. Ce qui a amené en 2008, en France, par exemple, au temps de Nicolas Sarkozy, a décidé de ne plus, d'abolir ou disons d'interdire les grâces collectives. Donc, maintenant, en France, depuis 2008, c'est juste les grâces individuelles. Il n'y a plus de grâce collective. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, surtout pour les victimes, qui dénoncent cette situation. À tort ou à raison. Parce qu'aujourd'hui, si c'est la victime, si c'est par exemple le condamné qui parle, le parent du condamné, l'ami du condamné, la femme du condamné, pour eux, la grâce, c'est une bonne chose. Parce que ça permet à ce qu'une personne ne se retrouve pas en prison. Mais si c'est la victime qui parle, ou les ayants droit de la personne décédée du fait de l'infraction qui parle, pour eux, c'est vraiment un affront. Et de l'autre côté aussi, on se retrouve dans une situation où la question peut se poser de la séparation des pouvoirs. Parce qu'il revient à l'autorité judiciaire de faire un travail. Ce travail a été effectué. Et ce travail a abouti à une décision de condamnation. Et de l'autre côté, on dit le pouvoir exécutif peut décider de dispenser les effets du travail effectué par le pouvoir judiciaire. Là, la question se pose. Est-ce que la grâce présidentielle ne va pas à l'encontre du principe sacro-saint de l'État qui est la séparation des pouvoirs? D'autres vont dire que c'est du fait de sa qualité de premier magistrat, mais c'est juste un rôle protocolaire. Le président n'a pas une juridiction à lui. Le président de la République, je veux dire. C'est juste un rôle protocolaire. Il revient au judiciaire, proprement dit, de suivre ce travail. À partir de l'instruction, après un jugement, on revient avec une décision de condamnation et puis on se retrouve un beau jour avec une décision de condamnation. D'autres diront que non, c'est du fait du surpeuplement des maisons d'arrêt. Mais là, est-ce que cette question a droit de citer? Parce que si l'État décide de créer les conditions pour envoyer les gens en prison, moi je pense qu'il revient aussi à cet État de créer les conditions pour les maintenir en prison. Parce qu'il faut aussi voir de l'autre côté les victimes. Les victimes. Mais là, la question du débat, ce n'est pas cela. Pour ce qui est de la grâce proprement, si vous voyez un peu partout dans la sous-région, il y a beaucoup d'États qui tentent à accorder cette grâce. Parfois des grâces individuelles, parfois des grâces collectives. Pour ce qui est par exemple du Sénégal dernièrement, à l'issue du procès d'un homme politique bien connu, ils ont décidé d'accorder une remise totale des peines à Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar, qui était poursuivi. Il avait été condamné en première instance, en appel. Ils ont interjeté un pourvoi. La décision était devenue définitive. Donc le président de la République avait décidé de gracier cette personne. Maintenant, en Côte d'Ivoire, entre 2010, pour Ouattara, on dit accorder la grâce présidentielle aux détenus de la crise post-électorale de 2010 à 2011. C'était des milliers de personnes qui ont été libérées. Parfois, le politique se met dans cette situation de dire que c'est une mesure qui permet d'amener la paix sociale. D'amener la paix sociale. Mais bon, parfois, on oublie la paix que les victimes, eux,
Les victimes, elles recherchent. C'est cela en fait la question. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la grâce présidentielle, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef d'État. Il peut décider quand il veut, comment il veut, dans la limite des infractions imprescriptibles. Et j'expliquais tantôt qu'en France, depuis un certain temps, on se retrouvait dans une situation de pratiquement pas de grâce présidentielle. Parce que si vous prenez par exemple, il y a certaines statistiques qui sont là. En 2011, il y a eu juste 19 cas. Parce que depuis 2008, je disais que la grâce collective n'existait plus. Donc en 2011, il y a eu juste 19 cas de grâce présidentielle. En 2009, 28 cas. Je prends ça comme ça, pêle-mêle. En 2013, il y a 3 cas. En 2017, 0 cas. Donc c'est pour vous dire que vraiment on est de plus en plus dans une situation où certains politiques sont plus réticents par rapport à cette mesure de grâce présidentielle, qui pour rappel n'efface pas une condamnation, entraîne juste la non mise à exécution d'une peine.